Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Est-il possible d'enseigner en paix face au désordre scolaire, autant pour les élèves que pour les professeurs? Eh bien, le centre Résiste se mobilise et propose un programme pour renouer avec l'entente à l'école. On va accueillir sur ce plateau le cofondateur du centre, Jean-Pierre Bellon. Le droit, ça sert à quoi? Une BD pour éveiller l'esprit critique des 9-12 ans et pour tout connaître sur ses droits en tant que jeune citoyen. On en parle en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, place à l'actu avec Adrien Fontenot. Adrien, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec ce triste anniversaire. Cela fait 3 ans aujourd'hui, jour pour jour, que Cécile Kohler et Jacques Paris sont retenus en Iran. C'était le 7 mai 2022, dernier jour de leur voyage touristique en Iran et dernier jour de liberté pour cette professeure de lettres de 40 ans et son compagnon septuagénaire. Depuis 3 ans, ils sont incarcérés à Téhéran dans la section réservée aux prisonniers politiques. Une détention arbitraire pour la France. Écoutez ce matin le témoignage bouleversant de Noémie Kohler, la sœur de l'enseignante, très inquiète à leur sujet. Ils vont de plus en plus mal. Les dernières nouvelles qu'on a d'eux datent de lundi, ce lundi 5 mai. Ils ont pu appeler mes parents en visio sous haute surveillance, comme d'habitude. On sent vraiment que leur morale décline de plus en plus. Ils sont à bout de force. Le visage de Jacques est de plus en plus marqué par la détention. On sent qu'ils meurent à petit feu dans leur cellule. Ma sœur nous a parlé de poèmes qu'elle écrivait dans sa tête, donc elle a confirmé qu'au bout de 3 ans, elle n'a toujours pas de quoi écrire. Oui, des poèmes qu'elle écrit dans sa tête, ça veut bien dire qu'elle n'a ni papier, ni stylo, qu'elle n'a accès à rien de tout ça. Absolument. Elle les écrit dans sa tête, elle les répète tous les soirs avant de dormir pour être sûre de ne pas les oublier. Ouais. Donc c'est des conditions toujours aussi dures. Ils n'ont toujours pas de meubles, ils dorment toujours à même le sol. Ils ne peuvent voir la lumière du jour que 3 fois par semaine pendant une demi-heure dans une cour. Si les sorties ne sont pas annulées, les contacts qu'ils ont avec l'extérieur, ce ne sont que ces appels qu'ils nous passent de manière très aléatoire, sous haute surveillance et très court. Là, l'appel a duré 8 minutes, c'est vraiment très court. Et depuis quelques mois, on leur fait aussi un chantage au verdict qu'on leur annonce extrêmement sévère, avec des échéances qui ne se réalisent jamais. Une situation d'autant plus préoccupante que depuis 3 ans, rien n'est fait pour l'améliorer. Les avocats mandatés par la famille n'ont toujours pas pu rencontrer Noémie Kohler et Jacques Paris. Aucune forme de procès n'est mise en place. Elisabeth Borne et l'ensemble de son ministère pensent évidemment à eux. Aujourd'hui, tout particulièrement, la ministre de l'Éducation nationale s'est d'ailleurs entretenue avec les parents de l'enseignante. Écoutez. Moi, je suis inquiète après avoir échangé avec ses parents et je vous l'avais dit, ça fait maintenant 3 ans que Cécile Kohler et Jacques Paris sont arbitrairement détenus en Iran. Moi, je veux, ce 7 mai, dire à nouveau que la France met tout en œuvre pour obtenir leur libération, les assurer de notre soutien total et puis dire aussi qu'aujourd'hui, sur le ministère de l'Éducation nationale, on affichera les portraits de Cécile Kohler et de Jacques, absolument, de Jacques Paris pour dire qu'on ne les oublie pas. Symbolique de l'éducation nationale, mais du côté des affaires étrangères, que fait-on pour régler cette situation? Où en est la France dans ce dossier? La réponse de Jean-Noël Barrot. La libération de Cécile Kohler et Jacques Paris est une priorité nationale. Avec le président de la République et tous les services de l'État, nous nous battons sans relâche pour leur libération. Le 14 avril dernier, à notre initiative et pour la première fois, l'Union européenne a imposé des sanctions aux responsables des services pénitentiaires et judiciaires iraniens qui mettent en œuvre cette politique d'otage d'État. Mais nous allons aller plus loin. Et la France va saisir la Cour internationale de justice pour violation par les autorités iraniennes de la protection consulaire à laquelle nos ressortissants ont droit. Je ne ménagerai aucun effort pour obtenir la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris. Notre mobilisation ne faiblira pas, la France ne cédera pas. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de Cécile Kohler et Jacques Paris. Et toute la rédaction de School TV leur apporte évidemment tout son soutien. Dans le reste de l'actualité, on retrouve Elisabeth Borne, puisqu'elle était ce matin sur France Inter et elle a abordé d'autres sujets, notamment la place des filles dans les filières scientifiques. Elle lance le plan filles et maths. La première action va partir des professeurs. Elisabeth Borne veut mieux former tous les enseignants de la primaire au lycée. Un corps professoral d'une autre époque qui peut parfois entretenir des stéréotypes de genre, des cas qui peuvent être isolés. Évidemment, on ne parle pas d'une généralité, mais Elisabeth Borne entend bien prendre le sujet en main, et ce dès la rentrée prochaine.
les biais, les stéréotypes ne reculent pas, voire se renforcent dans la société et donc dans nos classes. Et donc, on constate au fur et à mesure de la scolarité que le goût des filles pour les maths baisse par rapport aux garçons, et donc l'objectif c'est vraiment d'éviter de reproduire ces stéréotypes. Mais, franchement, vous annoncez par exemple que vous allez faire afficher une charte en salle des professeurs. Ça va, les salles des professeurs au primaire, mais ça va également pour le collège et le lycée. On se demande qu'est-ce qu'il va y avoir écrit sur cette charte. Par exemple, que vous voyez, les filles ont moins confiance en elles et moins confiance en elles dans les maths. Et donc, elles lèvent moins la main quand on fait un cours de maths. Et si on n'est pas attentif à ça, on interroge tout le temps les garçons et pas les filles. On envoie les garçons au tableau et pas les filles. Et puis quand on regarde les appréciations, les filles, on leur dit qu'elles sont consciencieuses et les garçons, on leur dit qu'ils sont brillants. Donc vous voyez, ça n'encourage pas. Tout ça, c'est documenté. Tout ça, c'est documenté. Et dans cette idée, Elisabeth Borne veut créer des classes aménagées maths et sciences en 4e et 3e. Mais attention, la ministre refuse de parler de quotas. L'objectif, c'est de développer aussi la culture scientifique et technique, donc d'avoir des activités supplémentaires pour découvrir les sciences, les maths, autrement, avec des chercheurs, avec des partenaires que les chefs d'établissement, les recteurs sont en train de rechercher, et donc de pouvoir sensibiliser des jeunes à la recherche, à l'expérimentation dans les sciences. Des jeunes, autant de filles que de garçons. Et alors, du coup, ces classes, le cahier des charges, si je peux dire, c'est qu'elles doivent accueillir 50% de filles. Quota. C'est-à-dire qu'on en vient au quota. C'est une présence équilibrée de filles et de garçons dans ces futures classes à horaires aménagés pour les maths et les sciences. Le dispositif doit être expérimenté dans 5 académies à partir de la rentrée 2025, avant peut-être une généralisation dans chaque département à la rentrée suivante. On reparle à présent du lycée musulman privé Averroès, cet établissement de Lille qui a perdu son contrat d'association avec l'État après une décision de la préfecture du Nord. C'était fin 2023. Le tribunal administratif a décidé de rétablir ce contrat le mois dernier et donc un appel est toujours en cours. Et ce matin, c'est Xavier Bertrand qui était invité à répondre à ce sujet. Le président LR de la région Hauts-de-France était auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur les violences commises dans les établissements scolaires public et privé. Il s'est présenté comme un lanceur d'alerte à ce sujet. Si à partir de 2017, je ne saisis pas l'éducation nationale pour qu'il regarde précisément ce qui se passe dans ce lycée, si je ne refuse pas de verser le forfait d'externat qui pourtant est obligatoire, je sais ce que je fais à l'époque, en refusant de voter cette dépense obligatoire, rien n'aurait bougé. Rien n'aurait bougé. Et c'est vrai qu'il y a eu le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, qui a pris ses responsabilités en regardant le dossier et qui, à la suite d'un rapport de la Chambre régionale des comptes, a décidé de mettre un terme à ce contrat. Alors vous l'avez dit Virginie, le tribunal administratif a rétabli ce contrat, mais l'État a fait appel de cette décision. Qu'est-il reproché réellement à cet établissement? La réponse du président de la région Hauts-de-France. Je vous invite, et j'invite celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, à prendre justement le rapport de la Chambre régionale des comptes. Mon vice-président à l'éducation hier a rendu public sur les réseaux exactement ce qui était dit, c'est-à-dire que il y avait un cours sur l'éducation religieuse dans ce lycée où on mettait en avant un ouvrage qui clairement montrait que les femmes ne sont pas l'égale de l'homme. Pour moi, c'est intolérable. Pour moi, c'est contraire aux valeurs de la République. Vous avez ensuite une autre question qui avait été révélée par l'ouvrage de messieurs Chénaud et Malbruno, qui montrait que cet établissement avait bénéficié de financements étrangers. Je n'ai jamais obtenu de réponse pour savoir s'il y avait eu des contreparties à ces financements d'origine étrangère. Tout est rapporté par la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes, ce sont des magistrats indépendants qui ont fait un travail sérieux. Le tribunal administratif a donné sa position. On verra maintenant ce qui sera décidé en appel. L'appel de l'État va maintenant être étudié par les instances juridiques. Le directeur du groupe scolaire, Éric Dufour, estime de son côté cette décision décevante. Il me semble que le tribunal administratif a fait la démonstration nécessaire. Tout a été dit. On voit bien que chez les politiques, il y a un acharnement contre le lycée Averroès. On va terminer avec l'actualité cinéma en ce mercredi. Vous nous parlez d'une histoire vraie aujourd'hui, Adrien. Oui, Les Enfants en rouge, l'histoire de 2 jeunes garçons, Nizar, 16 ans, et Ashraf, 14 ans, 2 garçons qui gèrent tranquillement leur troupeau lorsqu'ils sont sauvagement attaqués.
عمي وبابا كانوا يجوا يسرحوا لهنا كل يوم، يمشوا وين يحبوا، غادي لهنا اللوت كلها متيانة، ما يحكم فينا حد. حتى منير دقدقني بتريح، الجبال منوا علي، نتحملنا نمشوا بالليل. نزار عشرة تعمل هناك. نزار وين؟ L'histoire qui a bouleversé la Tunisie. Retour en 2015 quand un jeune berger est sauvagement assassiné par un commando islamiste. Le réalisateur Lotfi Achour a décidé de s'emparer de ce sujet pour dénoncer la barbarie et la raconter à travers le regard d'un enfant, le survivant de cette histoire. Des comédiens recrutés dans cette province reculée du pays, un tournage dans le dialecte local et autant de détails plus véridiques les uns que les autres. Les Enfants Rouges, c'est un chef-d'œuvre salué par le prix du public au Festival international de Vancouver et désormais proposé au public français, un public averti. Le film est interdit aux moins de 12 ans et c'est à partir de ce mercredi en salle. Merci beaucoup Adrien. 40% des enseignants auraient été insultés durant l'année passée. Un lycéen sur 2 se plaint de ne pas pouvoir entendre correctement son professeur en raison du chahut pendant les cours. Alors comment retrouver le calme dans les rapports à l'école pour pouvoir enfin à nouveau enseigner en paix? On en parle tout de suite avec notre invité. Jean-Pierre Belland, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et directeur du centre Résis. Nous le disions en l'introduction, et pour citer quelques chiffres, 40% aujourd'hui des enseignants auraient été insultés durant cette année passée. Un chiffre qui nous ramène tout de suite à la crise de confiance, voire même de la défiance des élèves vis-à-vis des professeurs. C'est un chiffre qui est parfaitement alarmant et qui révèle qu'il y a des désordres scolaires. Il y a un autre chiffre qui est important également, c'est que c'est PISA qui nous apprend qu'un lycéen sur 2 déclare qu'il y a trop de bruit dans sa classe, au point qu'il n'entend pas ce que dit son professeur. Donc d'un côté, des classes qui sont loin d'être paisibles, et de l'autre, des enseignants qui sont victimes d'incivilités, d'insultes, parfois de violences. Donc un climat scolaire qui est fondamentalement très dégradé. Et manifestement, avec le deuxième chiffre que vous énoncez, effectivement, cette idée que certains enfants, certains élèves se plaignent aussi d'autres élèves. Donc ça veut dire une sorte de fossé qui se crée même entre les élèves. Bien entendu, puisque les phénomènes de harcèlement pour lesquels le Centre Résis a développé toute une série d'actions, ces phénomènes de harcèlement persistent. Donc on a d'un côté des phénomènes de brimade entre élèves et d'un autre côté des professeurs qui eux aussi sont en souffrance. Et d'ailleurs, la souffrance du professeur chahuté est assez proche de celle de l'élève harcelé. Répétition, effet de groupe, difficulté pour se défendre par lui-même. Oui, d'autant que vous allez pouvoir y travailler et proposer justement, et on va le voir ensemble dans quelques minutes, le programme Enseigner en paix, parce que justement ces sujets sont proches. J'aimerais juste revenir sur ce délitement des liens entre professeurs et élèves. Ça date de quand, Jean-Pierre Belland ? C'est certainement ancien, puisque c'est une enquête de l'Autonome de Solidarité qui a montré cela, mais elle l'a montré en 2022 et en 2012, je crois, 10 ans avant, ou 2013, les chiffres étaient exactement les mêmes. Donc ce chiffre de 40%, ce qui est quand même énorme, ce chiffre de 40% de professeurs insultés, et il est mentionné que dans 78% il s'agit d'un élève, dans les autres cas sans doute s'agit-il d'un parent. Ce chiffre est ancien, ça fait plus de 10 ans. Et ce qu'on observe tout de même, c'est que tous les professionnels en rapport avec le public sont victimes d'une société qui devient de plus en plus incivile et de plus en plus violente. Sauf que la plupart des professions s'organisent. La plupart des professions mettent en œuvre des protocoles, des formations. Comment est-ce qu'on réagit dans un supermarché? Comment est-ce qu'on réagit à la caisse face à un client agressif ou à un usager mécontent, etc. Dans l'école, on a un peu l'impression que les professeurs sont rendus responsables des désordres qu'ils subissent. D'un professeur chahuté, on a toujours un peu tendance à dire « oui, mais est-ce qu'il tient bien sa classe ?» Comme si cette situation avait quelque chose de normal. Elle n'est absolument pas normale et les professeurs ne peuvent pas être mis en cause pour la souffrance qu'ils subissent. Mais vous sous-entendez, qu'en fait, il y aurait une sorte d'abandon aussi de la part de l'État, finalement, de cette violence ordinaire, dite ordinaire, en fait, elle ne l'est évidemment pas, mais à l'école.
Oui, c'est un sujet tabou. Il y a eu 3 sujets tabous dans l'éducation nationale. Il y a eu le harcèlement pendant longtemps. En France, on n'a pas voulu en parler. Il y a la question du chahut. Le terme même semble avoir disparu. On a l'impression que c'est une survivance du 19e siècle. Pourtant, avec un lycéen sur 2 qui n'entend pas ce que dit le professeur, c'est bien un vrai phénomène. Donc oui, il y avait ces 2 sujets. Puis il y en a un troisième qui, hélas, l'actualité récente nous l'a rappelé. Ce sont certains professeurs qui, parfois, humilient leurs élèves. Or, toutes ces violences, on a toujours un peu l'impression qu'à l'école, on ne veut pas les aborder de façon frontale. On fait comme si c'était toujours un petit peu des phénomènes marginaux. Non, avec 40% de professeurs insultés, il s'agit bien d'un phénomène massif. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez fait beaucoup de travaux, vous avez travaillé énormément sur la question du harcèlement au centre Rhésis, qui a d'ailleurs méthode de la préoccupation partagée qui a fait ses preuves largement et qui permet de résoudre 80% des situations de harcèlement en France. Est-ce que aujourd'hui, donc, vous faites facilement le lien justement entre ces situations de harcèlement que vous avez pu connaître entre enfants, entre élèves, entre familles aussi, et finalement aujourd'hui entre professeurs et élèves? On fait directement le lien pour 2 raisons. D'abord parce que s'il y a bien un endroit dans lequel l'élève harcelé est le plus mal, c'est bien dans la classe du professeur chahuté. Et là, on a 2 souffrances qui se rapprochent. Et le professeur chahuté, étant lui-même en difficulté, ne peut pas venir en aide à l'élève qui est harcelé. Et deuxièmement, deuxième lien que je fais, c'est qu'on s'aperçoit qu'en matière de traitement, les remèdes sont probablement les mêmes. On sait par exemple que sur la question du harcèlement, adopter des méthodes accusatrices, menacées, etc., on sait qu'en général ça a pour effet de renforcer l'effet de groupe et ça ne règle rien. Sur la question du chahut, c'est la même chose. Essayer de sanctionner, ça n'aura pas d'effet. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas dans certains cas le faire. On se rend compte dans les 2 cas qu'en associant les élèves au règlement de ces difficultés, ça marche beaucoup mieux. Vous avez cité la méthode de la préoccupation partagée. Nous développons au centre Rhésis un protocole classe difficile que nous mettons en place dans un certain nombre d'établissements et qui vise à partir de ces classes-là dans lesquelles il s'avère difficile d'enseigner, on réunit un groupe d'élèves et on les associe, on leur demande de faire des suggestions pour que la classe aille mieux. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que parfois on s'aperçoit que les élèves qui sont parfois les plus impliqués dans les désordres sont aussi ceux qui trouvent les clés les plus pertinentes. Ces élèves-là sont pris dans des effets de groupe et ils rêveraient eux aussi de pouvoir étudier en paix. Donc ça veut dire remettre l'élève au cœur, au centre finalement de l'éducation et lui donner un rôle. Voilà, ne plus en faire le responsable, le rendre acteur. C'est ça, mais qu'il soit plus passif. Voilà, qu'il ne soit plus passif, le rendre acteur de la résolution du problème. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on met en œuvre des dispositifs de ce type, que ce soit pour le harcèlement ou que ce soit pour les phénomènes de chahut, on a des succès qui sont assez remarquables. Alors le harcèlement, les violences physiques, verbales, on les imagine assez clairement. Le chahut, c'est vrai que vous le dites vous-même, hein, ça relève d'un terme du 19e siècle. Une classe désordonnée, on a dit 40% des enseignants qui seraient donc insultés durant l'année passée, qui vient de s'écouler. C'est quoi exactement? Ça prend quelle forme, quelle tension exacte? Ça prend toutes les formes les plus diverses. D'abord, ce sont des bavardages incessants, ce sont des perturbations, sonneries de portable, bruits divers et variés, ce sont des jets d'objets, un désordre incessant. Un sociologue, il y a fort longtemps, je crois que c'était en 1968 ou 69, avait montré comment on était en train de passer d'un chahut ritualisé, organisé, qui était celui qui probablement existait au 19e siècle, à celui d'un chahut anomique. C'était Jacques Testanière. Un chahut anomique, c'est-à-dire fait d'une sorte de désordre. Il y a toujours un peu de bruit, il y a toujours des perturbations qui font qu'au bout du compte, jamais une heure de cours ne se passe de façon paisible. Ce sont toutes ces petites entorses à la vie de la classe qui empêchent les élèves et leurs maîtres de travailler en paix. Alors, vous le savez aussi, hein, Jean-Pierre Bellon, la vie évolue, les générations avec. Et donc, aujourd'hui, on voit dans le monde du travail, beaucoup de gens dire on veut travailler différemment, penser notre vie différemment. On voit aussi émerger cette idée chez les élèves aujourd'hui de dire on ne peut pas rester de 8h à 18h ou 17h dans une salle de classe, silencieux, ça ne marche pas. Factuellement, ce n'est pas possible. Est-ce que peut-être remettre l'élève au centre de l'éducation, c'est aussi lui proposer de revoir et de penser l'école différemment ? Sans doute.
Mais dans une vie de classe, il y a des moments dans lesquels le silence est nécessaire et il est absolu. Je veux dire que quand en mathématiques, et je remarque que c'est en mathématiques que PISA pointe la difficulté principale où les élèves considèrent qu'il y a trop de bruit dans leur classe en mathématiques, si on perd le fil dans une démonstration, on perd toute la suite. Donc il y a des moments dans lesquels, évidemment, il est nécessaire, ou une règle de grammaire en français, il y a des moments en langue étrangère, il y a un moment dans lequel, effectivement, le silence doit être nécessaire. Puis il y a d'autres dans lesquels, bien sûr, on peut davantage supporter, non pas du désordre, mais quelque chose de très ordonné, mais qui laissera plus de parole aux élèves. Donc sur toutes ces questions, je pense qu'il faut réfléchir. Et je remarque que ces questions-là ne sont jamais véritablement mises en débat, ne sont jamais vraiment examinées. Tous les autres professionnels s'organisent, je l'ai dit tout à l'heure, face à ces désordres. Les professeurs, on a l'impression que, oui, ils sont toujours un peu considérés par leur hiérarchie, peut-être parfois, comme un peu des espèces de sortes d'élèves à qui on voudrait donner une tâche. Non, il faut que la profession s'organise, il faut que le métier s'organise, il faut qu'on trouve des moyens de faire face à ces désordres. Et c'est dans ce sens que nous mettons en œuvre une initiative en octobre prochain, les 2 premiers jours des vacances d'octobre, donc 20 et 21 à Lyon et 30 et 31 à Paris. Nous organisons, ce sera ouvert à tous les professeurs qui en ont l'envie, des séances de réflexion sur ces questions. Comment est-ce qu'on fait face à une classe difficile? Comment est-ce qu'on réagit face à un élève insolent, agressif, menaçant? Quel est notre rapport avec les parents? Toutes ces questions-là, on va essayer de les mettre sur la table. Alors, les lois permettent aussi de réglementer, de légiférer, donc de sanctionner aussi. La loi de 2004 était, vous l'avez déjà dit sur ce plateau, je vous ai reçu déjà ici, était indispensable. La loi, justement, qui permet, enfin, en tout cas, qui interdit les ports de signes religieux ostentatoires à l'école. Est-ce que, on ne va pas revenir sur cette loi-là, on ne va pas revenir sur les signes, la baya, etc. C'est pas le sujet, mais est-ce que tout est prétexte, selon vous, aujourd'hui, à créer justement ce chahut, à protester en fait en permanence face aux professeurs? Je ne suis pas certain que ce soit une protestation, ni une contestation, ni liée à telle ou telle revendication communautaire. Non, je pense que c'est davantage une sorte de désordre ambiant. Je pense que tout élève... vous savez, quand on travaille avec ces élèves et qu'on leur demande qu'est-ce qu'on peut faire pour que la classe s'améliore, on s'aperçoit que les propositions qu'ils font sont à peu près celles que feraient leurs parents. Quelles sont-elles alors, justement? Moins de bruit, pas de bavardage, écoutez ce que dit le professeur, des demandes sur un surcroît de sévérité. Des fois, dit dans des termes assez crus. Arrêtez d'être trop gentil avec nous, sinon on vous prend pas au sérieux. Donc c'est une façon aussi de rassurer le fait de sanctionner. Mais bien sûr, il y a une façon de. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut sanctionner, qu'il faut revenir à une espèce d'ordre terrible au sein des classes. C'est pas du tout le sujet. Simplement, moi, je pense qu'il est absolument essentiel que tous les enseignants signalent systématiquement toutes les infractions. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en faire la liste. Dans un livre récent, j'ai essayé de faire la liste des infractions scolaires. J'en ai trouvé 56 événements qui ne devraient pas se produire. Alors, lesquels qu'on ne connaît pas ou qu'on ne soupçonne pas, par exemple? On les soupçonne tous. Je suis sûr que n'importe qui s'asseyant à une table et essayant de rédiger la liste des choses qui ne doivent pas se faire en classe, élève comme professeur, on arrive sur les 50 ou 60 incidents que j'ai pu trouver. Donc, à partir de là, il faut les signaler systématiquement. Et puis, peut-être aussi faut-il modifier le système des sanctions au sein de l'éducation nationale. Et oui, justement, on y vient, parce que forcément, on va à la sanction. Une fois qu'on a constaté qu'il y avait un problème de bavardage, que fait-on de la sanction aujourd'hui? Et là, vous êtes sur une proposition qui est un petit peu différente, où vous proposez justement d'aller vers juste un signalement de la part des professeurs, mais en revanche, de créer une commission spécifique de la sanction.
Oui, je pense qu'il ne faut pas mélanger celui qui constate l'infraction et celui qui sanctionne. Ce qu'on observe quand même de façon assez constante, c'est que, y compris de la part des élèves, les élèves déplorent un système dans lequel telle infraction sera ici sanctionnée et ailleurs elle sera passée sous silence. Ou ici elle sera sanctionnée sévèrement et ailleurs beaucoup moins. Enfin, récemment, on a eu 2 situations dans lesquelles des professeurs avaient été insultés. Ça s'est soldé par une lettre d'excuse. Pas sérieux. Une insulte, lettre d'excuse. Il y a quand même, en plus qu'une lettre d'excuse, ça n'est pas au sens strict une sanction, c'est une demande peut-être de réparation. Donc, une commission qui permettrait d'uniformiser un peu les sanctions, et qui d'ailleurs, partout où on a essayé de l'installer, imposerait qu'on rencontre l'élève et qu'il soit quelque part sommé de s'expliquer. Donc je pense qu'il faut... On a fait un certain nombre de propositions qu'on a transmises au ministère sur la question de la réforme des sanctions, mais il faut arrêter la situation dans laquelle, et en venant, je regardais en attendant, je regardais sur les écrans ce qui s'est passé au lycée de Saint-Tropez, ces élèves qui ont été réintroduits au sein de l'établissement alors qu'ils avaient été exclus par le conseil de discipline. Pour harceler une jeune fille, avoir harcelé une jeune fille, voilà. Oui. Donc quel défi à l'autorité de l'établissement, alors qu'un conseil de discipline, instance dans laquelle siègent des représentants du personnel et même des élèves, donc une instance tout ce qu'il y a de plus légitime, comment une décision prise par un conseil de discipline peut-elle être cassée de la même manière? C'est un défi pour les... c'est très difficile, ce sera certainement très difficile à vivre pour les personnels. J'imagine que c'est pour cela qu'ils se sont mis en grève. Alors, sur le principe des sanctions et de cette commission spécifique que vous proposez de créer, si j'ai bien compris, donc ce ne sont pas les enseignants eux-mêmes qui ont signalé, constaté l'infraction, effectivement, de ou des élèves, mais en revanche, qui constituera cette commission? Alors, de toute façon, en bout de chaîne, la responsabilité, c'est le chef d'établissement qui prend la décision. Mais il n'y a pas... Les chefs d'établissement ont vraiment beaucoup de travail. Est-ce qu'ils peuvent tout faire? Je n'en suis pas sûr. Ce que je suggère, c'est que ce soit une commission composée de 3 membres de l'établissement. Quand je l'avais fait fonctionner, moi, il y avait un professeur, c'était moi, un CPE et un personnel un agent de service, voyez. Donc qui on regardait systématiquement toutes les infractions qui avaient été signalées dans la semaine. On se réunissait à peu près une fois par semaine. Quand c'était nécessaire, on convoquait l'élève et on le sommait de s'expliquer. Et on appliquait les sanctions les plus adaptées, qui après faisaient en quelque sorte jurisprudence, voyez. Mais c'est une façon de protéger les professeurs aussi? C'est une façon de protéger les professeurs, parce que n'oublions jamais que le moment de la sanction est un moment à risque. On a vu récemment une situation dans laquelle une enseignante a été rouée de coups par un élève au motif qu'elle lui demandait de sortir son carnet de correspondance pour inscrire dessus qu'il avait, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais une sottise. Donc le moment de la sanction est un moment aussi difficile. Mais n'est-ce pas de déplacer finalement ce risque sur les personnes qui donc composent cette commission? Le fameux CPE dont vous parlez ou autres? Bien sûr. Enfin, après, il faut, je veux dire, on peut assumer le poids de l'autorité. Je pense qu'il faut que quelqu'un sanctionne de toute façon. Donc on ne déplace pas dans la mesure où c'est une commission qui est prévue pour cela. Parlons de la formation, puisque ça joue aussi énormément. 66% des professeurs jugent leur formation inadaptée au terrain sur lequel ils enseignent par la suite. Est-ce que le problème justement serait plus en amont, Jean-Pierre Blanc? Mais bien sûr. Je pense que la formation des enseignants est à revoir de fond en comble, et c'est pour ça qu'on veut essayer, nous, modestement, en octobre prochain, essayer de contribuer à essayer d'apporter quelques outils. Mais aborde-t-on, simule-t-on, dans la formation des enseignants, ce moment très difficile qu'est la rencontre avec un élève insolent? Simule-t-on dans la formation une classe chahuteuse? Non. La formation, alors probablement au plan théorique, elle est certainement intéressante. Au plan pratique, il y a des défaillances considérables. La rencontre avec des parents, est-ce qu'on a donné un protocole?
c'est essentiel de créer une alliance avec les parents, de pas d'entrée se les mettre contre soi. C'est important d'avoir un bon rapport avec les parents. Comment prépare-t-on cela? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, au fond, n'importe quel professionnel, le moindre hôtesse de caisse ou d'accueil a un protocole pour réagir face à un client arrogant, mécontent. Les professeurs, eux, sont non seulement non pas, mais si jamais ça tourne mal, c'est eux qu'on rendra responsables en leur disant, au fond, c'est de votre faute, vous n'avez pas su gérer la situation. Et beaucoup d'enseignants se plaignent justement que les parents contestent leur autorité. Alors comment faire face avec cette difficulté supplémentaire? Alors vis-à-vis des parents, moi je pense qu'il faut un peu renverser les choses. Aujourd'hui, je pense que les parents ne sont pas très bien accueillis à l'école. Ils ne sont pas très bien reçus. Il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de lieu pour les recevoir. Leur offre-t-on un café ou un rafraîchissement? Pas du tout. Des fois, on les reçoit dans une salle de classe, lieu qui ne laisse pas toujours à tout le monde de très bons souvenirs. Pourquoi est-ce qu'on ne les reçoit pas de façon accueillante, chaleureuse, d'une part? Donc, les recevoir beaucoup mieux, mais en revanche, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas négociables. Une note n'est pas négociable, c'est l'évaluation d'un travail. Le contenu des enseignements n'est pas négociable. Il y a une enquête du ministère qui montre que les contestations portent aussi parfois sur le contenu des enseignements. Non, il y a des choses qui ne sont pas négociables, donc soyons très fermes sur ce qui n'est pas négociable. En revanche, soyons très ouverts pour les accueillir. Peut-être l'idée de créer une charte qui serait signée par chacun des parents pour pouvoir répondre et ne jamais... répondre à la fois, effectivement, aux lois de la République, bien entendu, mais aussi aux règles de l'établissement? Oui, et aux règles de civilité et de courtoisie. Je pense que c'est par là que les choses commencent. Mais je pense que c'est d'abord à nous, institutions scolaires, à faire l'effort d'être extrêmement accueillants. Il faut que les parents se sentent bien accueillis au sein de l'école. Ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des alliés. Merci beaucoup Jean-Pierre Bellon d'être venu sur le plateau du Grand JT. Vous êtes le cofondateur et directeur du Centre Résis. Merci. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause dans le Grand JT, on se retrouve. De retour dans le Grand JT d'éducation, j'accueille Marie Crespe. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes autrice de cette bande dessinée. Le droit, ça sert à quoi? Quelle bonne question. Bonne, j'allais dire bonne, belle, ça fait un bol. Question, c'est paru aux éditions École Vivante. Le droit, ça sert à quoi? C'est vrai, 11 questions pour comprendre, découvrir les principes de base du droit. C'est pour les 9 à 12 ans, enfin franchement, moi ça m'a passionnée, j'ai appris plein de trucs aussi. Je pense que c'est valable en fait pour tous les âges. On a voulu peut-être le cantonner parce qu'on se dit que les enfants ne connaissent pas vraiment leurs droits et c'est quand même une priorité aujourd'hui. Oui, et puis il faut que l'acheteur ou le public sache se repérer. Mais vous avez raison, en fait, tout le monde peut le lire, ou on peut le lire à des plus petits. Nombreux sont les adultes à dire qu'ils ont appris plein de choses et que ça les a intéressés. Mais c'est vrai que le public cible, c'est 10, 12, 8, 12 ans, bon, autour de 10 ans, plus. Et informer les jeunes de leurs droits, c'est fondamental. On en parle de plus en plus et c'est très positif. Simplement, il me semble que, en plus, ou à côté ou avant, il serait opportun d'inscrire les droits des enfants dans l'ensemble du système du droit. Parce que les droits des enfants, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est quelque chose qui existe au sein d'une dimension qui est le système juridique. Et c'était mon idée de ne pas faire un livre sur les droits des enfants, mais sur le droit, le système. Et après, on peut resituer les questions relatives aux droits des enfants ou des jeunes et tous les autres sujets de la vie dans ce système. Voilà, donc l'idée, c'était de proposer une structure, des clés de décodage du droit dans son ensemble, comme un système, pour qu'après, on puisse mieux comprendre le monde dans lequel on vit et mieux connaître ses droits et mieux défendre aussi ses droits et être finalement quelqu'un de plus libre et autonome, puisque plus conscient et plus formé
au monde dans lequel on vit. Avoir conscience de ses droits, c'est très important. On vient de le dire, on ne l'apprend pas forcément assez tôt. On a beaucoup de choses à apprendre à l'école et déjà les professeurs font beaucoup. Mais c'est vrai que ce serait certainement une matière à enseigner dès le plus jeune âge, tout comme la philo, on l'a souvent dit sur ce plateau. Vous avez fait un petit sommaire qui est absolument génial, qui sont toutes les questions que je me suis posées direct en regardant le bouquin. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de les reposer, mais enfin quand même un petit peu. Et je vais commencer par la première, regardez ce sommaire. Et ça commence par c'est quoi ? C'est vrai, c'est quoi le droit ? C'est quoi ? Et ça, c'était... Voilà, il me semblait qu'on devait commencer par cette question. Et c'est des règles. Voilà, le droit, c'est des règles. Mais c'est des règles à part, différentes, parce qu'il y a d'autres types de règles. Donc, on va différencier les règles morales des règles juridiques ou d'autres types de règles. Et donc, l'idée, c'était d'essayer d'expliquer quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qui fait une règle de droit. Qui nous permet de faire société, de vivre ensemble. Voilà, alors à quoi ça sert ? Ça nous permet de vivre ensemble, de nous protéger, de poser des limites, voilà, de trouver des équilibres entre différents intérêts. Mais effectivement, le droit, c'est quoi ? D'abord, c'est des règles qui interdisent, qui obligent, qui permettent de choisir. Et puis le droit, c'est aussi des sanctions, parce que quand on ne respecte pas la règle, il y a une sanction. Et puis le droit, c'est aussi la possibilité de demander à un juge de vérifier si dans telle ou telle situation, la règle de droit a bien été respectée. Et sinon, quelles conséquences on en tire, quelles sanctions on applique. Et le droit, c'est aussi, peut-être là encore, un ingrédient particulier, c'est-à-dire que si jamais on ne veut vraiment pas respecter la règle, ou si on ne veut pas mettre en œuvre la sanction qui a été prononcée par le juge, on peut nous forcer à le faire. Le droit, il y a une dimension de violence dite légitime, parce qu'elle est mise en œuvre par l'État, mais elle est forcée, c'est-à-dire qu'on va nous obliger... Une obligation. Une obligation, mais qui peut contraindre, parce que la règle est obligatoire. Mais là, c'est une contrainte dans le respect de la règle. Alors, les règles basiques pour un enfant, on l'a dit, a priori, c'est pour les 9-12 ans. On va peut-être élargir, c'est peut-être pour les 7-15 ans. 7 à 77 ans. Oui, 77 ans. Mais c'est vrai que des règles simples, des règles de conduite en société, des règles par rapport... on dit la conduite, par exemple, en voiture, justement, des règles par rapport au logement, par rapport à la vie. Les enfants, en fait, ils sont confrontés au droit à de multiples moments. Vous parliez de l'enseignement à l'école du droit. Alors, il y a l'enseignement moral et civique à l'école qui va parler de morale, de philo, de citoyenneté et un peu de droit. Donc là, les enfants, ils y sont sensibilisés. On n'arrête pas de leur parler de règles dans la cour de récré, à l'école, donc dans la vie de l'école, on en parle. La lutte contre le harcèlement à l'école, je pense qu'on en parle beaucoup. Bien sûr. Ce sont des règles. Ouais. Dans leur vie de famille, alors soit les parents vont être séparés, soit un parent a une difficulté dans son travail, les règles de conduite de son véhicule, tout ça fait que les enfants, en fait, sont très souvent mis en relation directe avec une situation qui a une dimension juridique et que l'enfant perçoit, en fait. Voilà. Alors, et puis, il y a tout l'aspect justice. Les enfants, ils ont l'idée, la représentation du juge. Un juge, la justice, le tribunal, ça leur parle aussi. Donc, ça, c'est encore un élément de notre vie qui leur apparaît. Et donc, effectivement, les enfants sont mis en relation avec le droit très souvent, beaucoup plus souvent que ce qu'on pense en fait. Bien plus souvent, évidemment, tout comme l'éducation. Le droit, on en parle parce qu'on explique ce que c'est, bien sûr, mais surtout à quoi ça sert, on l'a dit, ça sert à faire société, effectivement, et finalement, ça sert à être libre. Et oui, alors important de le rappeler, il y a un adage qui dit entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. En fait, c'est vrai, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut, entre guillemets, mais en fait, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est la loi du plus fort. Et donc, c'est des dominations violentes. Voilà, c'est ça. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, la règle de droit, elle est là pour essayer d'équilibrer les rapports entre les uns et les autres, équilibrer les intérêts, les différents intérêts en présence, le droit du public à l'information et le droit au respect de la vie privée, par exemple. Et puis, le droit essaye de protéger les gens indépendamment de leur situation de force physique, de force économique, de force intellectuelle. Et donc, en ce sens, il est facteur d'égalité et de liberté. Et tout à l'heure, on se demandait, on réfléchissait à qu'est-ce que c'est le droit. Le droit, c'est des règles donc, qui prescrivent quelque chose. Et il y a 3 types de prescriptions. L'obligation, le droit oblige. L'interdiction, on ne peut pas. Et le droit, c'est aussi quelque chose qui propose, qui laisse un champ libre. On a le droit de choisir de faire
ou de ne pas faire. C'est ça, la liberté. La liberté de se marier, c'est la liberté de le faire ou de ne pas le faire. La liberté religieuse, c'est de pouvoir avoir une religion ou de ne pas. Et donc, quand est-ce qu'on viole la liberté de quelqu'un ? Eh bien, c'est quand on lui interdit de faire ce qu'il aurait le droit de choisir ou quand on l'oblige à faire quelque chose qu'il a le droit de ne pas faire. Et donc, effectivement, sur tous ces plans-là, le droit démocratique, parce qu'on peut quand même nuancer, le droit n'est pas toujours démocratique, mais quand il est effectivement... Donc en France, important de le rappeler, ouais. Il est facteur de liberté. Alors après... On peut continuer à débattre sur l'équilibre entre sécurité et liberté. Mais alors c'est intéressant justement de débattre, parce que quand on parle de droit, on en parle ensemble ici sur ce plateau, avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, bien entendu. Il y a aussi le droit dont on parle effectivement à l'école. Non, tu n'as pas le droit de crier en classe parce que tu déranges tes camarades. Non, tu n'as pas le droit de sortir quand tu veux parce que tu pourrais risquer quelque chose, je n'ai pas l'autorisation de tes enfants. Bref, il y a 1000 règles possibles. Mais il y a aussi ce débat qui a lieu sur le droit, souvent dans les dîners de famille, dans les réunions, entre copains, et on se demande toujours avec cette fameuse phrase qui revient souvent, et je le dis volontairement parce que elle peut choquer ou elle peut en tout cas blesser certains enfants qui grandissent et qui ne se rendent pas compte de dire mais de toute façon il n'y a plus de justice. Alors il n'y a pas de justice, la loi est mal faite, et ça ce sont nos préjugés d'adultes. Les enfants n'ont pas ce préjugé-là. Alors ils peuvent dire c'est pas juste, ça on est bien d'accord, ou la règle est débile. Finalement on retrouve les mêmes réaction émotionnelle. Mais par contre, ils n'ont pas de préjugés à l'égard du système juridique parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais, et effectivement, alors, il n'y a plus de justice, la loi est mal faite. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, connaître le droit, c'est une condition pour avoir une opinion libre et éclairée. Comment peut-on dire que la loi est mal faite si on ne comprend pas, si on ne connaît pas le système juridique? Je ne vois pas comment c'est possible. Pareil sur la justice. Souvent, mes étudiants me disent « Ah, madame, vous avez vu cette décision, mais c'est pas possible, c'est injuste. Il a pris que 3 ans de prison alors qu'il a fait ça. » Et alors, bon, déjà, j'essaie à chaque fois de dire « Attendez, on n'a pas eu le dossier entre les mains, il y a une procédure judiciaire. » Donc, la justice est relative. Mais un procès juste... Qu'est-ce que c'est une décision de justice juste ? Comment peut-on le juger ? Sur quel plan on le juge ? Et si on ne connaît pas le droit, en fait, on mélange plusieurs choses. On va mélanger notre ressenti. Donc, par exemple, quand on ne peut pas poursuivre quelqu'un parce qu'il y a eu prescription. Il y a eu trop de temps depuis la commission des faits. Quand on est une victime, c'est difficilement entendable, c'est difficilement acceptable. En tout cas, c'est une douleur. Alors justement, pour ceux qui ne connaissaient pas le droit, il y avait la dette de consolidation sur ce sujet, et maintenant qui fait foi pour pouvoir justement attaquer son agresseur, parce que vous parlez là, mais pas des enfants, on parle potentiellement des enfants, mais personne plus tard, attaquer son agresseur justement grâce à cette dette de conciliation et de ce qui se passe en justice après. Mais pour en revenir juste au point de ça sert à quoi, là, on voit les illustrations donc, de Clara Lang, qui est illustratrice de cette bande dessinée. Le droit organise les relations entre les gens, il nous aide à vivre ensemble et en paix, on le voit. Hein. Donc c'est l'idée de pouvoir avoir plein de familles différentes. On voit l'idée effectivement d'un couple a priori gay ici, d'une famille ensemble, une maman avec ses enfants, un homme seul, les personnes âgées, tout le monde qui essaie de faire société ensemble avec des cultures différentes, avec des traditions différentes, avec des envies différentes, des choix différents. Peut-être qu'il faudrait... On peut la mettre en relation directe avec la question, et est-ce qu'on peut vivre sans ? Parce qu'en fait, c'est la même image où on imagine la même situation de vie sans les règles de droit. Et là, c'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la violence, il y a des abus, la musique, elle est trop forte. Enfin, ça devient difficile, ça devient douloureux, ça devient... Même le monsieur qui fait les travaux, il n'y a plus de sécurité. Exactement, c'est ce qu'on voit ici. Il fait les travaux en tongs, il ne bouge pas les égouts, il y en a un qui tombe... Enfin, on peut vendre des cigarettes à un mineur. Enfin voilà, donc effectivement, quand on dit la loi est mal faite, moi souvent je dis à mes étudiants, imaginez, vous êtes législateur, vous êtes créateur de règles de droit. Quelle est la règle que vous voudriez créer ? Et ça, c'est un exercice assez amusant et intéressant parce que souvent, mon prof de droit disait « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». C'est vrai que quand on est rempli de bonnes intentions, on a envie de créer une règle de droit qui aille dans le bon sens, qui rende les gens heureux, qui soit juste, etc. Mais je leur dis toujours, en fait, créer une règle de droit, c'est imaginer ce qui peut ne pas fonctionner quand on la crée. C'est penser au problème qu'elle va créer
pour essayer de les limiter ou de les éviter, et penser à toutes les situations auxquelles on n'a pas pensé, qui ne rentreront pas dans la nouvelle règle. Donc en fait, voilà, il y a des choix politiques à faire initiaux, savoir dans quelle direction on veut aller quand on crée la règle, et puis après, il y a comment on va atteindre cet objectif avec la règle de droit. Et c'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile que ça. Et heureusement, vous êtes là et les avocats sont là pour nous aider, et juristes évidemment aussi. C'est difficile à connaître, mais à comprendre. Plein d'interrogations. C'est aussi l'objet d'un des chapitres de la bande dessinée. Effectivement, bon, l'âge joue, bien entendu, mais pas forcément l'âge. Hein. Moi, par exemple, je ne m'y connais pas en droit. J'ai quelques notions vagues, mais très très peu. Est-ce que c'est facile à comprendre, comme vous le dites, ou en tout cas, si on s'y attelle, on peut avoir des notions intéressantes. Alors, est-ce que c'est facile ? Oui et non. Non, si on... Enfin, voilà, il y a des choses compliquées en droit. Donc après, ce qu'il faut, c'est trouver un support qui rende les choses faciles. D'où la bande dessinée, on l'a compris. D'où cet ouvrage qui a pour but d'aider les gens, voilà, à amorcer le process, à mettre une petite graine, à construire une ossature simple, claire, simple mais pas simpliste, simple mais juste, et qui permettent ensuite de rajouter des étages, des couches, des éléments de complexité. Mais il faut commencer par amorcer le process, c'est-à-dire comprendre l'idée. Et une fois que c'est enclenché, en fait, ça se déroule tout seul. C'est comme l'apprentissage d'une langue étrangère. Et d'ailleurs, je le dis à mes étudiants, le droit, on apprend la langue du droit. Le droit parle avec nos mots. Alors parfois, il utilise le latin, de moins en moins. Mais en tout cas, il utilise des vocables qui peuvent faire peur. Moi, quand j'étais gamine, je jouais anticonstitutionnellement. Quand on faisait un pendu, je croyais que j'avais trouvé le meilleur mot de la terre. Bon, voilà. Mais pendu est un jeu, hein ? Oui, bien sûr. Illustré sur un papier. Merci. Et au petit bac, voilà, peu importe. Et donc, effectivement, quand on acquiert les clés de décodage, et on peut les acquérir assez simplement, après, ça va, en fait. Mais par contre, si on vous propulse, alors, soit dans une situation de votre vie où on ne vous a pas sensibilisé au droit, alors là, le jargon, la complexité des process... Ça peut être très violent. C'est là où il faut être pédagogue, évidemment. Mais on a tous intérêt, en tout cas, à connaître quelques notions de droit, bien entendu. Dernière petite question, il nous reste vraiment que quelques secondes, mais quand on dit qu'on est un pays de droit, quand on voit effectivement, et vous l'avez souligné tout à l'heure, la chance qu'on a dans une démocratie, une république, un pays de liberté. Un état de droit, oui, c'est pareil, c'est une notion. Certes, il y a des défaillances. Et on le sait, tout n'est pas parfait. La protection des droits de l'enfance, on en parle très très souvent sur ce plateau, bien entendu. Il y en a, bon, c'est la réalité, mais peut-être que c'est important de le rappeler quand même constamment, à la fois bien sûr à vos étudiants, c'est ce que vous faites, mais aussi de manière flagrante à l'école. Non, mais à tout le monde. Et comment améliorer nos règles, comment améliorer notre vie en société ? Eh bien, déjà, ça commence par mieux connaître comment fonctionne le droit, pour après mieux construire, avoir la possibilité de construire des règles meilleures, plus efficaces, soit qui correspondent mieux à nos orientations politiques, parce qu'on peut changer d'orientation politique, et ou en améliorant aussi la technique du droit. Mais quand on nous propose quelque chose politiquement dont on n'évalue pas, qu'on ne situe pas l'orientation politique, ni qu'on n'évalue pas l'efficacité technique de la règle, enfin, en fait, on peut faire pire que ce qui est maintenant, alors que le but, c'est d'améliorer le système. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence, Marie Cresp, également autrice de « Le droit, ça sert à quoi ?» paru aux éditions École Vivante. Le droit, c'est comme un super pouvoir. Oui, il nous protège tous, effectivement, et de tout, en tout cas a priori. Merci mille fois d'être venue sur ce plateau, Marie Cresp. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. La rupture au moment de la naissance d'un enfant, parce que c'est ce qui vous arrive à vous et à Francesca, elle porte un nom, c'est le baby clash. Oui, alors on n'est pas totalement à l'aise avec cette notion, parce que c'est comme si l'enfant était responsable de la séparation, alors qu'en fait les inégalités, elles sont déjà là, elles sont déjà présentes, elles sont inhérentes au système patriarcal. Mais en fait, elle saute aux yeux au moment de la naissance de l'enfant, parce qu'avant... C'est le révélateur, c'est évidemment pas le coupable. C'est ça, exactement. Et ce baby clash, pour l'éviter, en plus, il y a vraiment cette injonction à essayer de trouver des solutions, et c'est souvent une charge qui retombe sur les femmes. En tout cas, si je reprenais cette expression, c'est parce que elle a dans son immédiateté un côté très significatif, et elle permet de dire ça quand même. Elle permet de dire que c'est un moment très très intense, très aigu, très incandescent.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de séparations qui interviennent peu de temps après la naissance des enfants, parce que c'est des moments justement de fatigue extrême, des moments où on devrait être une famille et où finalement on peut se retrouver en tant que femme assez seule à gérer le quotidien, et c'est vrai que c'est des situations critiques. Les enfants, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous a toujours passionné. On sent dans votre projet, on va en parler dans un instant, quelque chose de profondément personnel. Votre parcours, il est marqué par la pédagogie positive, notamment aussi le programme Savoir-être et Vivre ensemble, initié par Frédéric Lenoir. Et il y a quelque chose qui vous a poussé au départ à créer justement les Enfosages et à développer ces compétences qui, selon vous, sont absolument nécessaires pour les jeunes aujourd'hui. Racontez-nous cette histoire-là. Alors ça commence très simplement par une rencontre. Je suis devenue maman, donc c'était la rencontre avec mon premier enfant, puis mon deuxième, qui m'a mis sur ce chemin. Ce chemin d'avoir une attention à bien faire grandir nos enfants, mes enfants d'abord, et après c'est devenu une mission de vie. Et puis je suis ensuite un peu tombée dans la marmite de l'atelier philo pour enfants. Parce que je trouve que c'est un outil qui est absolument formidable. On sort de l'exercice descendant qui est indispensable à l'école parce qu'ils ont besoin d'apprendre des choses, on ne met pas ça en question, mais on est plutôt dans quelque chose d'horizontal, on installe un sujet, on les écoute, ils s'écoutent, ils apprennent à s'écouter entre eux, à être d'accord, pas d'accord, à argumenter, à expliquer pourquoi ils ont ces idées-là. Et ça nourrit du savoir-être, du respect, de l'écoute, de la tolérance, enfin voilà, tout ce dont les enfants ont besoin dans leur vie de tous les jours. Donc, dans le cadre de ces ateliers, vous leur posez des questions philosophiques, j'imagine adaptées à leur âge, ou comment ça Exactement. En fait, on a pour chaque atelier un thème, une question universelle, le bonheur, la vérité, le mensonge, les émotions. Qu'est-ce que c'est ? On part de définition, on essaie de définir le concept. Et puis, en fonction de ce qu'ils disent, en fait, je vais essayer de les pousser dans leur retranchement et de poser les questions pour toujours aller plus loin dans leur réflexion. Ce texte, vous l'avez dit, il figurait au programme du bac de français 2024. Vous vous y attendiez ? C'était une surprise Pas du tout, non, j'ai appris ça. En fait, j'ai appris que maintenant, au bac de français, donc il y a une partie, il y a un tronc commun qui est décidé au niveau national, et puis après, il y a des parties qui sont décidées au niveau de chaque académie. Et donc, en fait, c'est une amie qui est prof de français. J'étais intervenu justement dans son lycée pour faire un concert, et un jour, elle m'envoie un message en me disant « mais bravo ». Et je dis « mais bravo, pourquoi ?» Et elle me dit « non, c'est parce qu'effectivement, ton slam, il est au programme cette année, il y a certains élèves qui vont travailler dessus. » Donc voilà. Et qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre ça ? C'était une immense reconnaissance, enfin, surtout de la part des enseignants. En fait, moi, j'ai toujours adoré le français, et en fait, j'ai une pensée pour ma prof de français, dont en plus j'avais appris le décès il n'y a pas très longtemps avant, mais ma prof de français de première, je parle. Et voilà, c'était du coup, ça faisait un petit clin d'œil, et c'était évidemment très gratifiant. Et à votre avis, pourquoi il a été sélectionné ? J'imagine que les gens ont trouvé qu'il était bien écrit, intéressant, et qu'il était un peu touchant et émouvant. Et puis c'est vrai que moi j'ai un côté vraiment très perfectionniste. Quand j'écris mes slams, j'ai vraiment envie qu'il n'y ait que des rimes riches ou presque, que chaque mot soit à la juste place, etc. Donc j'imagine que c'est cette qualité d'écriture peut-être qui a été reconnue. Phase de sidération, d'autant plus longue qu'on a été quitté brutalement pour une autre personne, décrivez-vous au début, mais vous donnez aussi quand même quelques conseils. Et là, si je dois résumer que moi j'ai perçu comme le conseil essentiel, c'est votre entourage recèle des ressources que vous n'imaginez peut-être pas, utilisez-les. Vous venez de parler de la solitude. En fait, il y a de l'espoir, mais il faut y aller, il faut oser y aller. On n'y pense pas forcément. Oui, exactement. C'est vrai que nous, on a été, et Francesca et moi, tout à fait bouleversés de voir qu'on avait autant de personnes autour de nous qui étaient là pour nous soutenir, pour parler avec nous, pour nous prodiguer des conseils assez vite. En fait, on a beaucoup de femmes à qui il était arrivé la même chose, qui nous ont aidés dans ce parcours de la combattante, parce qu'il y a énormément de décisions à prendre en très peu de temps au moment où on est vraiment à terre. Enfin, c'est quand même un moment de grande détresse, de tristesse. Et c'est vrai que nous-mêmes, on s'est retrouvés aussi très rapidement pourvoyeuses de conseils pour d'autres femmes à qui il était arrivé la même chose. Alors c'est un livre d'enquête, de témoignages qui repose essentiellement sur vos parcours, à Francesca et à vous. Vous donnez aussi la parole à d'autres, des sociologues, des avocates, une coiffeuse. Oui. Grande spécialiste de la rupture. C'est vraiment... Sandrine. L'endroit, absolument, qui est une femme merveilleuse. C'est l'endroit, en fait, où assez naturellement, on est poussé. Ça arrive, le cheveu, c'est aussi quelque chose qui, symboliquement, a coupé
Ça permet de couper avec plein de choses aussi. Ça porte plein d'informations, un cheveu. Donc c'est vrai qu'assez naturellement, on a eu envie d'aller voir. Oui, et puis en fait, c'est des experts du quotidien aussi, que ce soit Sandrine, la coiffeuse qu'on interroge, ou la Bisnona, la grand-mère de Francesca, qui est une femme aussi incroyable. Et 90 ans, qui donne des conseils d'une justesse prodigieuse. Absolument, oui. On parle beaucoup, et vous parlez souvent d'ailleurs de savoir-être. C'est une notion dans laquelle on peut mettre plein de choses, qui est parfois difficile à définir. Alors vous qui avez l'habitude de définir justement les concepts avec les enfants, comment on peut définir concrètement le savoir-être chez l'enfant, en tout cas celui que vous voulez leur transmettre? C'est tout ce qui va être ce qu'on n'apprend pas dans un programme scolaire. Ce n'est pas une compétence mathématique ou de français ou d'histoire. Enfin voilà, mais peut-être que des professeurs vont tiquer parce qu'il y a du savoir-être dans les programmes, dans l'instruction morale et civique. Donc je ne vais pas non plus complètement découdre ça. Mais ça va être apprendre à se respecter, à s'écouter, à être empathique. Parce que quand on écoute l'idée de l'autre, ce qui n'est pas toujours facile, on apprend l'empathie, on fait un pas vers l'autre, on n'est pas forcément d'accord avec lui, mais on essaie de comprendre pourquoi il pense ça. Et je trouve que c'est assez riche de l'apprendre dès le plus jeune âge, parce que c'est une compétence qui nous aide dans la vie future. Bah oui, évidemment. Effectivement. Et alors concrètement, comment ça se déroule un atelier chez les enfants sages? Alors un atelier, quand c'est un atelier philo dans les écoles, il commence par quelques petites minutes de pratique de l'attention pour recentrer les enfants, pour qu'ils oublient la cour de récréation, enfin tout ce qui s'est passé avant. D'accord. Voilà, pour les mettre dans l'atelier. Et ensuite, on démarre, ce que j'ai dit tout à l'heure, un sujet, une question, et c'est parti. Et j'aime bien finir par un petit temps de réflexion personnelle, un temps où ils écrivent, ils passent par l'écriture pour fixer les idées, ce qui les a marqués dans l'atelier. Et comme ça, ils repartent avec quelque chose. Vous intervenez souvent dans les établissements scolaires. Comment est-ce que vous expliquez le slam aux élèves ? Alors, je commence par leur raconter la petite histoire du slam que je vous ai racontée juste avant, donc l'histoire de Mark Kelly Smith avec un texte dit, un vers offert, donc ça leur parle plutôt pas mal en général. Et puis ensuite, je leur fais un ou deux petits extraits de mon concert en live pour qu'ils aient vraiment un aperçu d'une performance slamée. Donc c'est parfois. Et d'emblée, ils sont réceptifs ? Alors, il y a de tout. Il y a de l'étonnement, il y a de l'amusement, il y a des gens il y a des élèves qui rentrent tout de suite à fond dedans. Enfin, il y a des réactions extrêmement diverses, mais au bout d'une minute, en général, ils sont tous captifs, passés la séquence un peu de surprise. Et puis ensuite, on fait des jeux interactifs sur les rimes, sur le rythme. Et puis, le challenge qu'on se donne, en fait, je fais des interventions d'1h30, donc de la 6e à la terminale. Et le défi qu'on se donne à la fin, c'est d'avoir créé notre propre texte de slam sur un thème que le professeur a choisi ou sur un thème comme ça qui nous vient sur le moment. Et en fait, moi, mon grand plaisir, c'est qu'au début, beaucoup d'élèves disent « mais on n'y arrivera jamais, en 1h30, c'est pas possible. Déjà, on a des difficultés en français. » Et justement, qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils osent se lancer ? Alors, je leur dis « faites-moi confiance, parce que là, on va utiliser justement une autre façon de faire des rimes, de faire du rythme que vous ne connaissez pas et qui va peut-être davantage vous parler. » Et à la fin, en général, les élèves sont plutôt hyper contents. On reprend le slam tous ensemble dans la classe, ça tape des mains, on fait plusieurs groupes pour faire plusieurs voix d'interprétation et en général, ça fonctionne super bien. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à l'équipe qui est en régie. La réalisation aujourd'hui, Xavier Sanchez. Le son, c'est Mickaël Fristo. Laure Audemont au maquillage et Laura Gérard et Emma Ferré à la rédaction. Adrien Fontenot également, journaliste sur l'émission. Merci encore Adrien. On vous retrouve vendredi sur l'émission. Exactement, pour le panorama. Voilà, d'ici là, passez une bonne soirée. À demain. Ciao.